Hop, bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Camille, sauf erreur de ma enfin, j'ai l'impression que ta caméra fonctionne pas. Est-ce Ah alors moi chez moi elle marche, tu me vois plus? Ouais, je te Ah vois mince. plus. Ah mais moi elle marche chez moi, elle marche et attends je vais l'arrêter, la remettre. Guillaume dit que tout le monde qu'il nous voit. C'est peut-être chez toi si tu as peut-être pas trop de réseau, peut-être ça coupe l'image entrante. Vous nous entendez? Vous nous voyez là, les personnes qui se joignent à nous? OK, merci Guillaume, merci Dana. Solène, je vois que vous êtes en train de taper, tout marche. Bon, c'est super. Moi, je n'entends plus et j'entends plus Arthur et il est congelé. Alors, est-ce que ça vient de moi ou... Voilà, c'est ça. Oui, vous me voyez, mais Arthur, non. Donc, je pense qu'Arthur, on en parlait tout à l'heure, il a des petits problèmes de réseau, mais il va revenir. Pas d'inquiétude. Et vous voyez bien les slides aussi? Oui, bon, ben super. Eh ben, on attend le retour d'Arthur et puis on attend les connexions des autres participants, des participants qui vont arriver. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je sais qu'Arthur aime bien faire commencer par poser la question de où vous êtes, de où vous nous écoutez aujourd'hui. J'ai eu un petit souci de Oui, connexion, voilà, c'est bon, c'est marrant tout parce va que bien Arthur, on t'entend, on te voit, ça y je est. t'en parlais il y a 2 minutes, je Oui, te dis: oui. «J'ai parfois des petits problèmes de connexion». Ouais. Bah, Du coup, voilà. je disais aux personnes qui nous ont rejoints de nous dire de où ils nous regardent parce Ah, que je crois que tu as bien posé cette question-là. bon, effectivement, voilà, désolé pour, Je t'ai piqué ta ligne. ouais, non, mais donc je me suis mis en 4G, j'espère que personne alors ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Là, ça marche Bon, en tout cas, voilà. Ouais. je suis pas Ah, sûr que tout Jouy le en monde ait mon numéro Josas. de téléphone, On a, mais on a des réponses. Jouy en Josas. Mons. bon, c'est principal. En tout cas, ah tiens, Ouais. il y a des Belges, c'est bien ça. Nîmes. Ah, des Nîmes, oh, Nîmois, il y en c'est a qui ont bien. de la Moi, je suis de chance. Montpellier. Toulon, Brest. Bordeaux. Moi, je suis à Bordeaux. Orléans pour info. Et moi, là, je suis à Paris pour aujourd'hui. Mais comme on en parlait tout à l'heure, j'habite dans les Landes. Et je Je viens à suis en- Paris toutes les semaines aussi. S'il y en a qui sont à Orléans, on peut déjeuner ensemble quand vous voulez, je serais ravi de vous rencontrer. Et s'il y en a qui sont à Mont-de-Marsan, je pense que Camille sera ravie aussi. Mais je sais pas Ouais, si. Mont-de-Marsan. Moi, je suis plus. Ah, bah, Biscarrosse, Géraldine. Moi, je D'accord. suis au-dessus de Mont-de-Marsan quand même. Je suis en plein milieu des Landes, à Morsinx-la-Nouvelle, Ah ouais, ça au c'est niveau de non. Mimizan. C'est pas très connu. Déjà, j'étais contente de sortir Mont-de-Marsan. C'était pas mal déjà, c'était pas mal, ouais. Ouais, ouais. Ouais, il y avait déjà pas mal de monde, c'est chouette. Ouais. Donc, bon, j'espère que ma connexion va tenir le temps du webinaire. Oui, oui, oui. Sinon, bah, je ferai des petits allers-retours et puis Camille meublera. Je meublerai, il n'y a pas de problème. Rapidement, donc, bon, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde. On va pas tarder à pouvoir démarrer. En tout cas, il y a du monde de partout, même des Suisses et tout, donc c'est sympa. Mm. Vous avez un onglet questions qui est prévu pour ça. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser quand vous aurez des questions qui vous viendront au fur et à mesure du webinaire. Nous, on se prévoit une demi-heure de présentation avec Camille et puis un quart d'heure de questions-réponses à la fin. Donc, mais voilà. Donc, et pour les questions, vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Et c'est sur celle-ci, évidemment, qu'on mettra un peu plus d'attention avec Camille en fonction du nombre de questions qu'il y a et du temps qu'on a pour y répondre. Donc, on va pouvoir démarrer. Bah, du coup, ce que je te propose, Camille, dans un premier temps, c'est de te présenter. Ouais, ça Déjà. marche. Voilà, le temps que les gens arrivent. Exactement. Alors, bah, rebonjour à toutes celles et ceux qui arrivent là plus récemment. Alors moi, je suis donc Camille Morvan, je suis cofondatrice d'une société qui s'appelle Gochaba. Donc très rapidement, moi j'ai un parcours de chercheuse en sciences cognitives et neurosciences où j'ai fait 10 ans de recherche. En particulier, ma recherche était sur la prise de décision et les biais cognitifs. J'ai fait ma thèse en France et ensuite j'étais prof aux États-Unis, dont les dernières années à Harvard. Et lorsque j'étais à Harvard, j'ai développé une technologie qui permet de mesurer les traits cognitifs en fait des gens. Je suis rentrée en France pour, à partir de cette technologie, créer une entreprise. Donc le principe de Gochaba, c'est d'utiliser les sciences cognitives sous forme de jeux vidéo pour mesurer les soft skills des gens. Et en révélant les soft skills, donc on permet un matching entre les candidats, candidates et des jobs. Gochaba fonctionne pour le recrutement et pour la mobilité interne.
Et le gros avantage de passer par une mesure objective comme ça du potentiel des personnes, c'est qu'évidemment, on a un recrutement qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis. Donc, on a une satisfaction des clients une fois les personnes placées en poste qui est très élevée. Et on promeut aussi la diversité parce que quand on utilise GoShaba à la place du CV, le CV, en fait, c'est un marqueur social. C'est une façon pour les personnes, c'est une vitrine, mais qui ne dit rien des compétences réelles des gens. Donc, quand on se base sur les compétences réelles, on va avoir d'un coup beaucoup plus de diversité, donc plus de femmes sur des postes soi-disant masculins, plus de personnes qui viennent de milieux défavorisés, etc. Voilà, on en parlera un peu plus après. Juste très rapidement, GoShaba, on l'a créé il y a 8 ans. On a principalement des entreprises du CAC 40. Là, on lance une offre petites entreprises aussi. Voilà, donc on a comme clients Accenture, Orange, BNP, McDo, voilà. À toi, Arthur, tu veux te présenter aussi? Ouais, merci. Donc moi, je suis Arthur Philippe, je suis CEO de Jobmaker. Donc je suis psychologue du travail de formation. J'ai 13 ans d'expérience dans la HR Tech. D'ailleurs, j'ai toujours travaillé dans la HR Tech. J'ai travaillé dans pas mal de startups RH que vous connaissez sans doute bien. Camille aussi, d'ailleurs, tu dois les connaître, des boîtes comme Assess First, comme CV Catcher, comme Hello Work aussi. Et donc, il y a 1 an et demi, j'ai eu la chance de prendre la direction de Jobmaker. Et donc, Jobmaker, qui est une plateforme pour accompagner les collaborateurs dans des contextes de mobilité interne, plateforme qui a été créée par des coachs pour faire en sorte que vos collaborateurs soient véritablement offreurs de compétences lors des entretiens RH. Donc, pour répondre donc à la question d'aujourd'hui, on va voir dans un premier temps dans quelle mesure, effectivement, c'est nécessaire pour les RH de bien connaître les potentiels de vos collaborateurs. On va ensuite voir avec Camille, justement, peut-être faire un focus un peu plus sur l'évaluation des objectifs, des compétences de vos collaborateurs. Puis ensuite, de vos candidats en l'occurrence, avec Camille. Et ensuite, on va réfléchir à comment, tout au long de la carrière, faire en sorte de maintenir l'évaluation et l'accompagnement de vos collaborateurs tout au long de la carrière dans l'organisation. Ah, bon, on a perdu Arthur. Alors, c'est Arthur qui fait la première partie, mais en attendant qu'Arthur revienne, je vais meubler. Hein. Est-ce que vous pouvez me dire, bon, c'est un peu une intro de ce que je dirai après, mais en chat, à votre avis, quand on recrute sur la base d'un CV, quelle est la précision du recrutement? Par précision du recrutement, ce que je veux dire, c'est si on recrute 10 personnes sur la base du CV, combien parmi ces 10 ont les compétences réelles pour réussir dans ce poste? Est-ce que vous avez une idée de ce pourcentage? Arthur, je fais un tout petit sondage le temps que tu reviennes. Pardon, ouais, désolé. Bon, attends. Je viens de poser une question, on attend les réponses. Okay. 30%, 20%, très faible. Bon, mais vous êtes tous et toutes déjà acquis à la cause, en fait. Super, ok. Merci pour les réponses sur le CV. N'hésitez pas, vous pouvez continuer. Puis Arthur, pendant que tu as du réseau, reprends la main. Oui, exactement. Donc, merci Camille. Je suis désolé. J'espère que ça va se stabiliser. J'habite dans une petite venelle et il va falloir que j'appelle mon opérateur. Donc, pour reprendre le pitch, du coup, je ne sais pas où j'ai été coupé, mais je vais être en train de présenter le plan, je pense. Donc, oui, à la fin, on va... Tu peux démarrer ta partie, je pense. Oui, ok, bon. Ouais. Donc, ce qui va être important, du coup, c'est donc ce dont il faut prendre conscience quand on est RH, c'est qu'à partir du moment où les collaborateurs se connaissent mal ou se connaissent peu, évidemment, ça va être difficile pour vous de pouvoir évaluer et de connaître leur potentiel. Et c'est souvent d'autant plus valable quand, dans vos périmètres respectifs, vous avez entre 250 et 800 collaborateurs à peu près à accompagner. Donc, évidemment, il ne suffit pas de dire à vos collaborateurs qui doivent apprendre à mieux se connaître, qui doivent être capitaines de leur carrière, parce que ça, souvent, c'est un peu un vœu pieux, hein, c'est un peu une injonction sans solution. Le connais-toi toi-même, c'est très bien, mais ça nécessite quand même des outils, un cadre dans lequel on va pouvoir permettre aux collaborateurs de réfléchir, de pouvoir se positionner, d'apprendre à connaître ses forces, ses compétences clés. Arthur, on t'entend plus, je t'entends plus, moi. Ouais, on t'entend plus, Arthur. T'as ton micro qui est coupé, d'après l'appli.
Tiens, je te fais une demande d'activation de micro, voilà. C'est bon. Ouais, c'est bon. Mm. Je suis désolé. Donc, j'en étais à dire que c'est bon là ou pas? Capitaine de la carrière, oui, c'est bon, Est-ce c'est que bon, tu on t'entend. m'entends dans le chat? Ok. Bon, je suis désolé pour ces petits inconvénients du direct. Et donc, c'est pour dire qu'en gros, la connaissance de soi n'est pas quelque chose d'inné. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un, voilà, sois capitaine de carrière, il faut que tu apprennes à te connaître, etc. C'est important de donner des outils, de fixer un cadre dans lequel les collaborateurs vont pouvoir sanctuariser du temps, réfléchir à leur posture professionnelle aussi, et justement pour avoir cette fameuse posture d'offreur de compétences lors des entretiens RH au sens large, donc c'est les entretiens de recrutement, des entretiens de mobilité. Et cette connaissance de soi n'est pas quelque chose de spontané. En tout cas, on a parfois du mal à pouvoir mettre des mots dessus. Et donc, les outils que nous, on propose avec Camille vont permettre justement de pouvoir, pour les collaborateurs, avoir cette capacité d'introspection aussi et de projection dans le futur. Et donc, notre vision avec Gochaba, c'est que finalement, c'est le rôle des RH de fixer le cadre pour que les collaborateurs ou les candidats soient dans cette capacité à se connaître. C'est le rôle des managers de faire en sorte aussi, ou des recruteurs, d'aller révéler, d'accompagner le développement des compétences de leurs collaborateurs. Et c'est aux collaborateurs finalement de se saisir des opportunités qu'on leur propose pour pouvoir développer leur potentiel. Donc c'est un triptyque qui fonctionne bien, mais qui doit être évidemment, où chacun doit avoir sa responsabilité. Et si on enlève un barreau de la chaîne, d'une certaine façon, on se retrouve un peu en déséquilibre. Les collaborateurs ont besoin de plus en plus d'horizontalité, que ce soit dans le processus de recrutement, que ce soit dans le processus d'accompagnement, de développement de carrière dans les organisations. Et cette horizontalité impose aussi une certaine responsabilité. Et ça implique aussi de la part des RH de bien connaître le potentiel des collaborateurs justement pour pouvoir être dans cet équilibre dans la relation. Et donc justement, l'évaluation des compétences des collaborateurs, ça commence par le recrutement. Et c'est ce qu'on va voir avec Gochaba tout de suite. Merci Arthur. Ouais, du coup, alors je vais reprendre deux choses. Donc, on va revenir sur le CV, mais pour rebondir sur ce que vient de dire Arthur sur le fameux connais-toi toi-même. Bon, je me permets avec ma casquette de chercheuse en neuro et de clinicienne aussi, parce que je fais également de la psychiatrie. Le connais-toi toi-même, ça marche pas. Hein. Personne se connaît soi-même. Ça, c'est une illusion. D'ailleurs, c'est une illusion qui est très récente parce que globalement, jusqu'à Descartes, on savait très bien qu'on ne se connaissait pas soi-même. Si vous lisez les essais de Montaigne, par exemple, vous allez vous rendre compte que jusqu'à il y a peut-être 200 ans, tout le monde savait très bien qu'il y avait des forces qui nous échappaient, qui étaient inconscientes, etc. Donc, pour revenir, je pourrais parler de philosophie pendant des heures, mais on va revenir au CV. Donc, la précision du CV, je vous ai demandé combien c'était. Alors, je vois que la plupart d'entre vous êtes acquis à la cause parce que je vois que vous êtes tout à fait conscient et consciente du fait qu'un CV, c'est pas précis du tout. Donc, on a eu comme réponse 40, 50, 20% ou très peu. Alors, effectivement, un CV, c'est précis en moyenne autour de 20%. Donc, ça veut dire que quand encore une fois, si on prend un certain nombre de gens qu'on sélectionne sur la base du CV, sur les 10 personnes qu'on aura sélectionnées, on n'a que 2 qui ont les compétences. Alors, c'est normal que le CV soit pas précis parce qu'en fait, le CV, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt une carte de visite, c'est une espèce de vitrine qui va refléter ce que les gens pensent d'eux-mêmes. C'est pas la même chose que ce que les gens savent faire. Okay, donc, évidemment, dans la constitution du CV, il va y avoir des biais cognitifs qui vont intervenir. Donc, quelqu'un qui est très sûr de lui va en rajouter des tonnes. Quelqu'un qui doute d'elle ou de lui va peut-être un petit peu se sous-vendre. Donc, on va avoir ce type de biais dans la constitution du CV. Et puis, des biais, évidemment, dans la lecture du CV. Donc, on va avoir des biais, par exemple, si quelqu'un a fait la même école que moi, un biais de familiarité, je vais peut-être avoir plus tendance à voir cette personne en entretien. Ou le biais de disponibilité qui va être que les derniers CV que j'ai lus vont avoir plus d'impact dans mon choix. Donc, le CV, c'est pas précis. Alors, bon, du coup, c'est quoi Alors, oui, tout ça, je viens de le dire. Donc, sur un CV, on dit ce qu'on a envie de dire. Il y a des biais cognitifs. Les personnes n'ont pas conscience de leur potentiel, etc. Donc, nous, chez Gochaba, on a développé, donc, ce que je vous disais en intro, une technologie qui permet de mesurer le potentiel réel des candidats. Alors, quand je dis mesurer le potentiel réel des candidats, ça veut dire plein de choses. Nous, on mesure en particulier les soft skills, parce que les soft skills, c'est ce que 95%, d'accord Lydia, pas de problème, 95% des recruteurs savent très bien que ce qu'il faut mesurer chez un candidat, c'est les soft skills, mais 75% d'entre eux ne savent pas comment mesurer les soft skills. Alors,
il y a plein de raisons pour ça. L'une des raisons, c'est que les soft skills, c'est assez mal défini, en fait. Donc, chacun va un peu le mettre à sa sauce. Nous, chez Gochaba, on a une définition scientifique et précise des soft skills. C'est-à-dire qu'on va mesurer les traits cognitifs. Les traits cognitifs, c'est pas la même chose que les traits de personnalité. Des traits de personnalité, c'est en quelque sorte la façon dont une personne se présente au monde. Ça, c'est la personnalité. Est-ce qu'on est introverti, extraverti, je sais pas, qu'est-ce qu'on aime, etc. Ça, c'est la personnalité. C'est intéressant, mais la mesure des traits de personnalité ne corrèle absolument pas à la capacité des personnes à faire leur job. Alors que les traits cognitifs, donc dans les traits cognitifs, il y a la capacité attentionnelle, la capacité de mémorisation, la capacité de collaboration. Les traits cognitifs, eux, corrèlent à 80% avec la capacité de faire le job. Pourquoi? Parce qu'en fait, les traits cognitifs, c'est un peu une mesure de la puissance sous le capot. C'est réellement le potentiel qui est sous-jacent à la capacité de faire, de bien faire son job, quoi. Oui, Noureddine nous parle des mad skills. Ouais, alors, encore une fois, il y a plein de vocabulaire autour des soft skills. Moi, la raison pour laquelle j'insiste sur le fait qu'on se concentre sur les traits cognitifs, c'est parce que du coup, on sait de quoi on parle, on sait ce qu'on mesure, on sait comment on le mesure. Dans la littérature et ce qui se dit sur les soft skills, il y a vraiment à boire et à manger. Donc, je ne vais pas citer de nom, mais attention, parce qu'il y a quand même plein de trucs qui se présentent comme des tests qui ont l'air bien comme ça, en apparence, mais qui en fait sont basés sur absolument rien. Donc, nous, voilà, on mesure donc les traits cognitifs. La façon dont on le fait, c'est qu'on a... oui, définir les traits cognitifs. Dana me demande de définir les traits cognitifs. On pourra revenir dessus, mais globalement, les traits cognitifs, c'est... bon, on peut utiliser plusieurs analogies, mais si on utilise par exemple l'analogie de l'ordinateur, la capacité de... Un trait cognitif, par exemple, c'est la mémoire de travail. La mémoire de travail sur un ordinateur, c'est la RAM. Donc, ce n'est pas la mémoire à long terme, c'est la mémoire à court terme. Donc, ça va être ce que je peux mobiliser dans ma mémoire à un moment donné pendant que je fais une tâche. Donc là, par exemple, ce que je vous dis, je me rappelle des 2-3 minutes dans le passé, peut-être 10, peut-être 15. Et plus j'ai une mémoire de travail conséquente, et plus je vais pouvoir manipuler des concepts complexes. Donc ça, c'est un trait cognitif, la mémoire de travail. Donc c'est en quelque sorte, encore une fois, c'est la puissance sous le capot, quoi. On pourra en reparler s'il y a encore des questions après, mais c'est vraiment différent de la personnalité. La personnalité, c'est plutôt comment j'exprime ce que je suis. Les traits cognitifs, c'est pas comment j'exprime, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire. Okay, c'est vraiment quelque chose qui est stable dans le temps. Voilà. Les autres questions, je prendrai après parce que sinon je pars trop en tous les sens. Juste une chose que je voulais dire, c'était que on mesure donc les traits cognitifs à partir de tests qui ont été scientifiquement développés en laboratoire et fiables. On les a transformés en jeux vidéo parce que le jeu vidéo, c'est vraiment le langage universel. Le jeu, c'est le langage universel, ce qui permet au moment du recrutement de dédramatiser le recrutement, de rendre le recrutement fun et donc de travailler en même temps la marque employeur. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Voilà. Bon, juste pour dire que c'est important d'utiliser des évaluations objectives comme la nôtre parce que c'est gagnant-gagnant, à la fois pour l'entreprise qui va avoir de meilleures performances, puisque en recrutant les meilleures personnes et des personnes plus diversifiées, les entreprises ont de meilleures performances. Alors ça, vous pouvez trouver sur la diversité toutes les statistiques du monde qui prouvent que plus il y a de diversité, plus les entreprises sont performantes au niveau notamment des performances financières, au niveau du type de produits qu'ils vont mettre sur le marché, au niveau de l'innovation. Donc, c'est gagnant côté entreprise et c'est évidemment gagnant côté collaborateurs et candidats qui se sentent enfin considérés d'une manière juste lors du recrutement et lors des évaluations internes. Donc là, on est sur la partie évaluation, donc à la fois pour le recrutement et en interne, mais après, il y a au-delà juste, on va dire, d'un score d'adéquation entre la personne et le poste, il y a comment on valorise ses potentiels, d'accord? Donc moi, je vous parle de un peu la puissance qu'il y a sous le capot. Maintenant, avec cette puissance sous le capot, qu'est-ce qu'on en fait au long de l'expérience, tout au long de l'expérience collaborateur dans l'entreprise? Du coup, Arthur va nous parler de ça. Merci Camille. Alors du coup, c'est à moi. Oui, tu peux passer les slides. Moi, je Ok. suis habituée par avec des slides. Merci.
pas de souci. Donc évidemment, une fois que la personne est recrutée, ce qui va être important, ça va être de maintenir son engagement et de ne pas laisser son potentiel, entre guillemets, prendre la poussière. Donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre ici, comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Donc ce qui est important, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, dans vos organisations, beaucoup d'entre vous avaient mis en place ce qu'on appelle donc une cartographie des compétences. Ah zut. Bon, on a perdu Arthur. Peut-être juste, j'insiste un petit peu pendant qu'Arthur revient sur la diversité. Je vous disais que la diversité, c'est important pour les entreprises. J'avais effectivement des stats là. Oui, Arthur, tu es de retour. C'est assez C'est bon, vache. c'est bon. C'est que Reprends. je prends la parole. Ça, je trouve Tu pas ça. étais là. Vas-y. C'est au moment où je prends la parole. J'ai coupé ma caméra du coup parce Ouais. que j'ai l'impression que j'ai vraiment un problème de réseau. Donc, ce n'est pas très agréable pour vous, je m'en excuse. Mais voilà. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que voilà, donc évidemment, la cartographie des compétences, c'est des technologies qu'on a vu émerger ces dernières années, qui paraissent essentielles évidemment pour pouvoir mapper votre organisation. Simplement, c'est vraiment important d'aller au-delà et de pas simplement se contenter de ça, parce que ça a souvent la limite d'être un peu trop rigide justement et de pas forcément prendre en compte les évolutions, le mouvement de votre marché, dans votre organisation, l'évolution des compétences. On sait qu'il y a beaucoup de compétences aujourd'hui qu'on utilise aujourd'hui qui seront obsolètes dans quelques années. Et donc, évidemment, c'est important d'avoir un cadre d'évaluation qui soit souple et qui prenne en compte ces perspectives. Ça a tendance parfois aussi à reproduire des schémas déjà existants. Ça peut être un peu de la limite aussi de se rendre compte que finalement, les collaborateurs on se rend compte que finalement, les trajectoires de carrière, quand on prend les écoles, etc., se reproduisent dans le temps. Et donc, ça ne va pas forcément offrir de nouvelles perspectives aux collaborateurs. Et puis, ça a tendance parfois à reposer aussi sur des schémas de carrière assez linéaires. Je prends l'exemple de mon grand-père, qui était ingénieur chez EDF. Il est rentré à 25 ans, il est sorti à 56 ans. Il savait déjà à l'avance en rentrant chez EDF la carrière qu'il allait avoir. Évidemment, aujourd'hui, tout ça est remis en question. Les carrières sont de moins en moins linéaires. On aspire à plus se réaliser par soi-même, plus qu'à respecter un schéma préétabli dans les organisations, enfin, en tout cas donc les collaborateurs. Et c'est important, évidemment, de prendre en compte cette nouvelle dimension aujourd'hui. Et puis, ça va aussi, évidemment, avec l'inflation des métiers et des compétences dans les organisations. Et puis, ça a tendance aussi à évaluer ce que les talents savent faire et pas forcément ce qu'ils veulent faire. Et quand on parle de levier d'engagement, de levier de fidélisation dans les organisations, évidemment, c'est important d'être bien au fait des aspirations profondes de vos collaborateurs. Donc, ça a pour conséquence finalement que selon une étude de la DARES, vous avez donc plus de 50% des collaborateurs aujourd'hui qui pensent que leurs compétences ne sont pas utilisées dans le cadre de leur travail. Et donc, ça va avoir pour conséquence deux difficultés principales. C'est que du coup, les salariés peuvent avoir le sentiment que leurs compétences ne sont pas connues ni reconnues ou valorisées dans le cadre de leur job, mais également que ça a pour conséquence également qu'ils n'ont pas forcément une vision objective de leurs propres conséquences. Et donc, le problème de tout ça, évidemment, c'est que ça peut avoir tendance à les désengager progressivement. Et on parle souvent de quiet quitting aujourd'hui. C'est des collaborateurs qui, très clairement, restent dans la fonction parce que la soupe est bonne, d'une certaine façon, et qu'ils ont peut-être des difficultés aussi à se projeter ailleurs. Mais pour autant, ils vont faire le strict minimum. Et évidemment, on a besoin d'avoir des collaborateurs qui vont souvent au-delà aussi de ce qui leur est prescrit pour créer une dynamique d'innovation, de mobilité, etc., d'agilité dans vos organisations. Donc, c'est plutôt beau pour le business en général. Et donc, maintenant, la question de se dire, c'est comment justement on va pouvoir accompagner le potentiel de vos collaborateurs tout au long de leur présence au sein de votre organisation. Et la première étape en tant qu'RH, ça va être de mettre en place ce qu'on appelle un espace d'écoute active. Concrètement, c'est quoi? C'est quand vous recevez vos collaborateurs en entretien,
c'est de faire en sorte de leur vraiment laisser l'espace pour pouvoir s'exprimer librement, sans jugement et sans préjugés aussi de ce qu'ils ont envie de faire demain, de ce qu'ils vont avoir à vous dire. C'est assez fréquent d'observer que souvent, vous prenez l'exemple de commerciaux, des bons commerciaux, on a tendance à leur dire, bah, ça fait 5 ans qu'il est à ce poste-là, ou 3 ans, ou 2 ans, il cartonne, ça se passe bien pour lui. On va du coup lui proposer un poste de manager. Et en fait, ce n'est pas forcément évident que pour lui, c'est exactement ce qu'il attend. Et donc, ne pas penser à la place des gens, c'est vraiment important. Et pour éviter ça, justement, ce qui va être important, c'est aussi de leur donner des outils pour qu'eux-mêmes puissent arriver dans ces entretiens RH au sens large, hein, que ce soit les entretiens professionnels, entretiens de carrière, entretiens de mobilité, qu'ils aient vraiment cette posture d'offreur de compétences, qu'ils arrivent justement, non pas en disant bah, tiens, qu'est-ce que tu as à me proposer parce que ça fait 3 ans que je suis à ce poste-là, mais plutôt qu'il arrive justement avec un projet. Et ça passe justement par une phase d'introspection qui est nécessaire, qui répond à cette injonction dont j'ai parlé en introduction, qui est soyez capitaine de votre carrière. Alors, je vais faire un peu d'auto-promo pour Jobmaker, mais c'est vraiment l'enjeu de Jobmaker aujourd'hui. Donc, c'est une boîte qui a 8 ans, hein, donc aussi comme Goshaba finalement, qui a été créée par des coachs de carrière et qui justement faisait le constat que, voilà, à force d'intervenir dans les organisations pour proposer des prestations d'accompagnement à la transition pro, à la mobilité interne, ils intervenaient toujours un peu auprès des mêmes personnes, donc c'est-à-dire les cadres dirigeants, les jeunes talents, Big Five des écoles de commerce et d'ingénieurs notamment. Et souvent, monsieur et madame tout le monde était un peu délaissé dans cette phase d'accompagnement parce que mécaniquement, on ne peut pas proposer un coach par collaborateur, ça ne rentre pas dans les budgets, et on ne peut pas demander au RH de passer entre 5 et 8 heures de temps par accompagnement par collaborateur. Et donc, la vision de Jobmaker, ça a été de se dire comment on va faire en sorte de démocratiser l'accompagnement de carrière dans les organisations pour que tout un chacun puisse justement être accompagné dans son évolution de carrière. Et donc, il y a eu 2 ans de R&D en fait pour digitaliser toute la partie amont qui consiste à réfléchir à ses compétences clés, à sa trajectoire de carrière, à ses réalisations phares, à ses priorités du moment, le travail de son pitch, de sa présentation, pour être véritablement offreur de compétences lors de ses entretiens. Donc, du coup, le collaborateur avec une synthèse qui va pouvoir partager avec son RH ou avec son manager et élaborer ensuite un plan d'action avec son collaborateur, avec son RH, pardon, qui peut aboutir à une mobilité interne, à une promotion, à une formation, pourquoi pas un départ si on se rend compte qu'il y a un écart important entre le projet du collaborateur et le projet de l'entreprise. Et donc, ce qui est important, du coup, dans cette étape 3, ça va être d'accompagner justement à la lumière de ces outils. Goshaba aussi, d'ailleurs, peut répondre à ces enjeux de connaissance de soi, mais justement d'accompagner les collaborateurs dans leur développement de carrière, mais en s'appuyant vraiment sur leur singularité et sur la connaissance d'eux-mêmes. Ne pensez pas à la place des gens, ne préjugez pas de ce qu'ils veulent faire demain, mais appuyez-vous sur ce qu'ils ont à vous offrir, c'est vraiment essentiel. Et puis de faire évidemment de la mobilité interne une réalité. Bon, c'est sûr que si on reçoit, si on met en place ce type de dynamique, mais qu'on se rend compte que finalement on a recruté quelqu'un d'externe, ça peut évidemment désengager les gens, ils pourraient ne pas comprendre. Mais pour éviter de faire ce genre d'erreur, c'est important évidemment de bien connaître vos collaborateurs. Et enfin, de proposer également des offres de formation adaptées pour justement maintenir l'engagement, pour que justement la courbe d'engagement de vos collaborateurs, c'est un peu comme dans un couple, hein, c'est-à-dire qu'au départ c'est tout feu tout flamme, on arrive dans une nouvelle boîte, tout le monde est super content, et puis au bout d'un moment, si les choses restent telles quelles, on finit par inéluctablement s'ennuyer, arriver à son plafond de compétences, et donc c'est important de plutôt s'orienter vers le schéma 2, où après la phase de recrutement, au moment où on sent qu'il y a un peu de frémissement, d'orienter le collaborateur, pourquoi pas vers une formation pour qu'il continue à développer ses compétences, puis une mobilité, etc. Enfin, qu'il y ait un cycle derrière d'accompagnement tout au long de la carrière de vos collaborateurs pour permettre justement de maintenir le niveau d'engagement de vos collaborateurs. Nous, on parle, alors certaines boîtes parlent de rétention des talents, je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Moi, personnellement, c'est un terme qui me dérange beaucoup parce que je considère que, si on ne s'intéresse qu'à la rétention, on va juste s'intéresser à l'aspect statistique est-ce que le collaborateur est parti ou est resté. Alors que quand on parle d'engagement, on va au-delà de simplement savoir s'il est parti ou resté, mais on va surtout s'attacher à ce que les gens soient engagés dans la fonction, engagés dans l'organisation, et que derrière, en fait, ce soit bon pour le business. Et donc, ce qu'on va voir avec Camille maintenant, c'est, puis d'ailleurs, on va y aller assez vite parce qu'on voudrait avoir le temps de répondre à vos questions, mais c'est derrière comment ce type de politique RH, de design RH, va pouvoir impacter justement, quel impact ça va pouvoir avoir dans la performance RH de vos organisations. Mmh.
Merci Arthur. Ouais, du coup, effectivement, on va faire assez rapide. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Pour rebondir un petit peu sur ce que disait Arthur, donc effectivement, donc aujourd'hui, on n'a que 6% des collaborateurs en France qui se sentent engagés dans leur travail, et ça représente un coût énorme pour les entreprises, parce qu'on est autour de 15 000 euros par an et par employé. Là, on est juste sur la partie engagement, et ensuite, il y a aussi les employés qui partent après qu'on les ait formés, etc. Donc, au niveau des coûts, c'est effectivement mirobolant. Alors, quelque chose que tu disais, Arthur, qui est très important, c'est effectivement ne pas penser à la place des gens et que les personnes aient un espace pour penser aussi. C'est-à-dire que c'est bien parce que... Alors, attendez, pardon, je me remets juste sur la slide d'avant. C'est bien parce que on peut penser pour soi et par soi. On est la personne qui se connaît le mieux quand même. On se connaît mieux que l'employeur nous connaît. Donc, c'est important que les collaborateurs puissent et les collaboratrices puissent mener leur carrière de la façon qui est la plus bénéfique et prolifique pour elles et eux, tout en étant, comme tu disais, accompagnés, parce que le principe d'une entreprise, c'est quand même d'imposer évidemment des contraintes à ce potentiel, parce que, par exemple, si je suis super bonne en chant, ça ne va pas tellement intéresser mon entreprise que je vienne chanter. Donc, le potentiel que je vais agir dans l'entreprise va dépendre des contraintes et des besoins de l'entreprise. C'est bien pour ça que l'entreprise doit fournir un cadre pour ce développement-là, pour le développement de mes compétences. Ce qu'on sait au niveau des statistiques de l'engagement, c'est que les entreprises qui possèdent des collaborateurs qui sont très engagés ont une rentabilité supérieure de 21% par rapport aux autres groupes. Donc, c'est colossal. Et on a 59% de turnover en moins. Donc, l'engagement, c'est vraiment essentiel dans la performance d'une entreprise. Tout à l'heure, je vous donnais les statistiques par rapport à la diversité. En réalité, on se rend compte que souvent, il y a une corrélation importante entre la diversité des collaborateurs, collaboratrices et l'engagement, parce qu'il se trouve qu'une entreprise qui a de la diversité, ça veut dire que par définition, elle a un management qui est suffisamment centré sur l'humain et il y a eu suffisamment de réflexion pour qu'il y ait par ailleurs un engagement. Donc souvent, c'est des choses qui coexistent. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'un collaborateur, une collaboratrice va être engagé? On a là la pyramide de Maslow, donc avec la zone primaire, besoins physiologiques, sécurité, la zone psychologique, besoins sociaux, estime, et la zone d'accomplissement. Ce qu'on essaye d'atteindre, c'est vraiment la zone d'accomplissement, de réalisation de soi. Alors moi, je trouve ça un peu exagéré de parler de réalisation de soi, parce que j'espère bien que les gens se réalisent aussi en dehors du travail, mais en tout cas que quand ils et elles sont au travail, vu que ça représente quand même une énorme partie de la journée, qu'à cet endroit-là, ils et elles puissent à la fois démontrer leur potentiel et le faire croître. Et je suis vraiment 100% d'accord avec ce que disait Arthur sur la différence entre rétention et engagement. Pour moi, ce qui fait que ça va fonctionner pour des collaborateurs, des collaboratrices, c'est pas le fait qu'on les retienne à tout prix, parce que là, on parle de quiet quitting. En fait, les gens peuvent rester juste parce qu'ils ont un salaire. Donc, c'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est que les collaborateurs, collaboratrices aient suffisamment développé leur potentiel pour pouvoir partir, et que par choix, il et elle restent, en fait. C'est ça qu'on cherche à atteindre. Parce que le problème de la rétention, de garder les gens à tout prix, c'est qu'ils vont le faire contre leur gré. Puis en plus, ça va être des gens qui ne sont pas forcément très employables derrière. Donc voilà, il y a quand même, c'est quand même important de penser l'engagement aussi en termes de liberté, justement, de liberté individuelle. Donc, quelques KPI que vous pouvez mettre en place pour voir en fait si votre stratégie d'évaluation et de valorisation des potentiels fonctionne. Donc ici, on vous met quelques KPI que vous pouvez mesurer. On a le turnover, donc le roulement, le NPS employé, le taux d'embauche réussi, le taux de promotion interne et l'absentéisme, qui est donc celui qu'on va essayer de réduire. Je pense, il est 11h34, je pense qu'on est très bien là pour les questions-réponses. Ouais. Est-ce que vous voulez, du coup, j'ai vu qu'on avait quelques questions là dans le chat, notamment peut-être démarrer avec celle d'Inès. Je ne sais pas ce que tu en penses, Arthur. Alors, comment tu veux démarrer, répondre à Inès peut-être? je vais lire la question, on va voir. Je n'ai pas encore lu la question, donc je ne sais pas si elle est plus... Elle est tout en bas, Inès, c'était la première Non, mais question. je ne sais pas si c'était plus adressé à toi qu'à moi. Comment accompagner et aider les managers pour qu'ils évaluent les compétences, besoins de formation des membres de leur équipe? Nous avons besoin des managers pour connaître les besoins des collaborateurs dans le développement des carrières. Oui. Donc, en fait, je pense que aider les managers, c'est... alors, en fait, il y a pas mal de...
beaucoup de choses à dire là-dessus. En fait, ce que je dis souvent, c'est encore une fois, c'est ce triptyque, hein, RH, manager, collaborateur, où donc le RH doit fixer le cadre pour justement, donc en proposant des outils et des dispositifs d'accompagnement pour justement les managers puissent s'appuyer dessus pour faire monter en compétence les collaborateurs. Donc, en fait, pour accompagner et aider les managers, donc ça passe aussi par de la formation. Nous, on propose des formations, par exemple, à la posture coach, qui ne sont pas des formations pour être coach, parce que ça, c'est vraiment une formation à part entière. Mais la posture coach, justement, c'est cette attitude qu'on a face à un collaborateur où on est dans cette attitude, justement, d'écoute active. Alors, je mets un peu tarte à la crème, mais enfin, c'est une réalité quand même, avec de la bienveillance et surtout, justement, de se savoir écouter les gens, savoir s'intéresser à leurs aspirations profondes. Et ça c'est pas forcément inné, donc ça peut demander un accompagnement et une formation et aussi leur donner évidemment les bons outils pour qu'ils veillent à ce que les collaborateurs puissent monter en compétences. Ça passe évidemment ça passe par la connaissance de ces collaborateurs en corrélation aussi avec les objectifs business de la boîte. Oui, et du coup, pour rebondir aussi là-dessus, je suis d'accord effectivement avec tout ce qu'a dit Arthur sur le fait que on dit quoi, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est pas suffisant. Alors déjà, il faut que les managers aient de bonnes intentions. Une fois qu'ils les ont, c'est pas suffisant parce qu'on peut être de la meilleure intention du monde et faire plein de trucs inappropriés par rapport à ses collaborateurs, ses collaboratrices. Donc c'est quelque chose qui se travaille, la posture managériale. Moi, j'ai pas de. Enfin, je pense que dans les formations, il y a à boire et à manger. Il faut à chaque fois évaluer. Moi, j'ai juste une référence que je trouve vraiment intéressante. C'est une autrice américaine qui s'appelle Liz Wiseman, comme personne sage. Elle a écrit un livre qui s'appelle The Multipliers, les multiplicateurs, qui est, je pense, j'espère que ça a été ou que ça va être traduit en français. Et donc, elle, ce qu'elle développe comme idée que je trouve assez essentielle, et peut-être vous pouvez utiliser peut-être ce concept pour évaluer si les formations vous paraissent pertinentes ou pas. Le concept qu'elle développe, c'est qu'en fait, un bon manager aujourd'hui, un ou une, c'est quelqu'un qui va multiplier l'intelligence de ses collaborateurs, ses collaboratrices. C'est-à-dire que et on le voit tous, il y a des managers dont l'objectif, c'est de se faire mousser et surtout de montrer leurs compétences et leur intelligence, ce qui est justement pas du tout le boulot d'un manager pour moi. Le boulot d'un manager, c'est justement de faire fructifier l'intelligence et le potentiel de ses collaborateurs, de ses collaboratrices. Donc ça, elle le développe très bien dans ce bouquin. Et je peux conseiller aussi un autre, c'est une vidéo YouTube qui est très intéressante de Thomas, alors son nom de famille est imprononçable, mais c'est le Chief Scientist Officer de Manpower, Thomas Premutic ou un truc comme ça. Et lui, il parle des compétences nécessaires chez les leaders et du fait que souvent dans les entreprises, on se retrouve. Alors, lui, il fait une lecture du genre, hein, c'est-à-dire qu'il dit qu'on promeut souvent des hommes incompétents et qu'on loupe plein de femmes très compétentes dans les promotions. Pourquoi ? Parce que les compétences aujourd'hui qui sont les compétences qui enrichissent vraiment le leadership, c'est l'écoute, là tu en as parlé Arthur, l'écoute, le fait de pouvoir accompagner, le fait de poser un cadre clair et des instructions claires. Donc il y a tout un, si vous voulez regarder sa vidéo, donc ça s'appelle Why do we keep promoting incompetent men ? Et il liste toutes les compétences qui sont des compétences essentielles chez les leaders et les managers. Et ensuite, ce qu'il explique, c'est que ces compétences-là sont depuis toujours considérées comme des compétences féminines. Donc, elles sont souvent plus développées chez les femmes. C'est pas du tout un truc biologique, c'est juste un truc social. Donc, moi, je recommande un peu ces deux choses-là. Liz Wiseman, The Multipliers, et la vidéo Why do we keep promoting incompetent men ? Et je pense qu'à la lumière de ça, vous pouvez voir sur les formations qui existent, c'est pas grave de faire plein de formations et puis il y en a peut-être qui seront pas super, mais au moins que vous ayez l'œil pour repérer celles qui sont bonnes. Voilà. Peut-être sur la formation. Et juste pour compléter ce que tu dis aussi, je pense que c'est important de leur fixer des objectifs clairs, parce que, enfin, il ne faut pas que ce soit juste des injonctions, mais il faut que ce soit accompagné d'objectifs. Par exemple, de lutter contre la rétention des talents. Paradoxalement, tout le monde aujourd'hui, enfin, beaucoup de posts LinkedIn en disant oui, je cherche des solutions pour créer de la rétention de mes talents. Au contraire, moi, je pense qu'il faut lutter contre la rétention des talents, notamment dans les BU, dans les organisations. Moi, je vois des grands groupes, justement, les managers veulent garder leurs collaborateurs pour des raisons business, mais pas forcément pour des bonnes raisons, ce qui fait qu'ils
ils maintiennent les collaborateurs dans l'organisation, au lieu de leur laisser la possibilité aussi de pouvoir évoluer dans d'autres BU de la boîte. Et donc, de fixer des objectifs, entre guillemets, de turnover, mais orientés vers la mobilité interne, qui, par ruissellement, vont leur permettre aussi d'accueillir de nouveaux collaborateurs d'autres entités, me paraît aussi être une bonne façon de pouvoir créer à la fois de la vitalité dans les organisations et de permettre justement de maintenir l'engagement et de maintenir aussi justement les talents à la bonne place, au bon endroit finalement. Et de pas qu'ils ne se retrouvent pas confrontés à un plafond de verre. Donc fixer des objectifs clairs d'évolution des compétences des collaborateurs, ça me paraît aussi essentiel. Il ne suffit pas de le dire, mais si on ne donne pas d'objectifs chiffrés, précis, finalement, c'est difficile de suivre derrière l'impact de leur management. Il y a d'autres questions. Juste, peut-être très rapidement, celle de Céline sur des exemples concrets d'entreprises qui ont mis en place le type de solution. Là, on n'a pas énormément de temps, donc moi, je vous invite, en tout cas, pour Gochaba, on a un onglet Case Studies auquel vous pouvez vous référer, qui explique ce qu'on a fait avec McDo, ce qu'on a fait avec Accenture, ce qu'on fait avec Orange, etc. Parce que là, en fait, on va pas pouvoir développer suffisamment. Et toi, Arthur, tu veux dire quelque chose là-dessus? Il y a un Oui, endroit c'est pareil, on a un onglet, je vais vous le mettre éventuellement dans le chat, comme ça vous pourrez aller le regarder sur le site JobMaker, un onglet client, où on a pas mal de témoignages clients, d'Enedis, notamment de Suez, de Crédit Agricole. Bientôt, on va avoir Altaria, Cogedim aussi, justement. C'est assez chiffré, c'est très précis, c'est des vidéos de témoignages clients très opérationnels qui peuvent vous permettre aussi de comprendre d'un point de vue design RH, parce que souvent on parle de... Alors nous, évidemment, on vend nos solutions et tout ça, mais moi, je suis conscient aussi que vous avez une organisation, une structure RH parfois qui est singulière. Et donc, ça vous permet aussi de vous projeter de comment, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir mettre en pratique ce type d'approche. C'est très concret comme ce qu'on a mis en place. Et donc, surtout, inspirez-vous de ça parce que ça va nourrir aussi votre réflexion. Oui, donc pareil, Guillaume vient de partager dans le chat le lien vers nos cas. Et exactement comme tu le disais, Arthur, c'est vrai qu'on vend quand même, nous, du changement, et vous aussi. Donc, c'est important de voir qu'on prend en compte la singularité de chaque organisation RH dans la mesure du possible. Il y a beaucoup de questions de Noureddin. Alors, j'essaie juste, il faut quand même qu'on essaie de répondre à quelque chose. Mais alors, il y a beaucoup de questions. Alors, peut-être la question sur l'équilibre entre le style de management et les compétences collaborateurs qui parfois sont pas en ligne. Ça, je pense que c'est une question qui peut être intéressante. Bon, moi, dans les années où j'étais chercheuse à Harvard, j'ai travaillé en psychologie des organisations. Et ce qu'on sait en termes de management style, donc les différents styles de management, on en répertorie 7, en fait. Et effectivement, dans ces styles de management, il y a des styles plus ou moins autoritaires, plus ou moins démocratiques. Et il peut arriver qu'il y ait, avec toute la bonne volonté du monde, avec toutes les formations du monde, il peut arriver qu'il y ait des styles qui ne fonctionnent pas. Alors là, c'est pour ça que la problématique, parce que généralement, quand on quitte une entreprise, c'est parce que ça ne fonctionne pas avec un manager. Donc c'est là où je pense qu'il faut prendre en compte ce qu'on s'est dit là, qui est que le fait qu'une personne se sente bien dans une entreprise, il faut que l'entreprise prenne ça au sérieux au niveau global de l'entreprise et que ça ne retombe pas sur les épaules justement de chaque manager. C'est aussi ça qu'on dit. C'est que si finalement, avec toute la bonne volonté du monde, ça ne fonctionne pas avec un manager, en soi, si l'entreprise a un système de promotion interne, de mobilité interne qui fonctionne bien, on peut garder des éléments qui s'entendent pas bien avec un manager, mais qui peuvent aller ailleurs. Donc, je ne sais pas si Arthur, tu veux rebondir là-dessus. Et d'ailleurs, c'est souvent, un recruteur se plante rarement sur les compétences objectives d'un collaborateur d'un candidat au moment de le recruter. Ça, je veux dire, quelque part, c'est l'erreur de recrutement, entre guillemets, c'est souvent d'ailleurs de deux côtés. C'est un mismatch sur les soft skills dans 90% des cas. A priori, sur le savoir-faire, on sait l'évaluer, on sait prendre des références, on sait savoir si la personne sait faire le job. C'est pas ça la question. Et ça passe justement ça passe aussi du coup par la connaissance des collaborateurs, enfin des managers du futur collaborateur. Donc ces outils de mesure qu'on propose ou d'évaluation type JobMaker ou Gochaba permettent aussi justement d'anticiper ce type de situation et de se dire, lui je le recrute, effectivement, peut-être que ça matchera davantage avec un tel ou un tel plus qu'avec un tel, parce qu'on est dans cette connaissance aussi des uns et des autres. Et il y a évidemment aussi, je ne sais pas si vous avez ça chez Gochaba, mais il y a des sortes d'algorithmes affinitaires qui peuvent aussi aider à faire en sorte d'avoir des équipes équilibrées et complémentaires.
Oui, alors nous, bon, ça, c'est des choses qui existent. Nous, on n'est pas hyper partisans de ça, juste parce que ce en quoi on croit, c'est que si on recrute des personnes qui ont le potentiel et que derrière, il y a une politique, effectivement, d'engagement qui est en place, ce qu'on vise, c'est de dire ce qui ne peut pas être mesuré par un être humain, utilisons des outils. Par contre, ce qui peut se faire entre humains, autant le faire entre humains. Donc, Oui. on a vraiment ce truc de, on souhaite que la technologie soit un soutien et d'en mettre, pas le moins possible, mais d'en mettre là où le retour est vraiment exceptionnel. Donc, on n'est pas, nous, enfin, on développe pas, nous, d'outils de management affinitaire, mais voilà, j'ai pas d'avis ni pour ni contre. Ce que je pense juste, c'est qu'il faut pas non plus se suréquiper. Voilà, je pense qu'il Ouais. faut garder une partie humaine parce qu'au final, c'est quand même ça qui fait le lien dans une entreprise. C'est pas la technologie, c'est les relations humaines, quoi. En fait, pour moi, la technologie doit être au service justement de l'accompagnement humain et pas Oui, l'inverse, quoi. exactement. Et d'ailleurs, enfin, je crois absolument pas à une machine qui remplacera le RH dans ces étapes d'accompagnement. C'est juste que bah, pour pouvoir justement faire face aux enjeux globaux et massifs dans les boîtes, on a besoin de s'outiller, mais j'ai envie de dire aux bons ouvriers les bons outils. C'est ça. Il y a parfois je vois certaines organisations qui ont tendance à, à mettre à disposition plein d'outils digitaux d'upskilling, de cross-skilling, de knowledge, etc., enfin de self-awareness, etc. Enfin, il faut que j'arrête avec les anglicismes. Donc, de monter en compétences, de connaissance de soi, etc. Sauf qu'en fait, l'idée, c'est pas de dire on propose, vous disposez, mais c'est vraiment derrière d'accompagner parce que sinon, en fait, on se rend compte que les outils spontanément vont pas être utilisés par les collaborateurs s'il n'y a pas un cadre qui est fixé, des objectifs qui sont fixés et un accompagnement qui est prévu. Il ne suffit pas de dire bah, je t'ai donné des solutions pour que tu prennes en main ta carrière et puis débrouille-toi. Non, Oui. ça vous impose aussi une certaine rigueur dans l'accompagnement, une présence aussi, et que les collaborateurs comprennent bien que ces outils ne vont pas se substituer à votre expertise parce qu'ils en ont besoin en fait. Vos collaborateurs ont besoin de vous aussi pour pouvoir partager, échanger et élaborer un plan d'action ensemble. Je crois qu'on est à peu près arrivé à l'heure du terme de notre webinaire. Donc, en tout Bah, cas, bah, merci. merci, Ouais. merci. Je vois que vous êtes restés quasiment tous jusqu'au bout. Ça, c'est toujours sympa. Ça veut dire qu'on ne vous a pas ennuyé. Donc, ça fait plaisir. Donc, nous, bah, chez Jobmaker, on fait un webinaire par mois à peu près. On essaye de suivre le rythme. Donc, bah, on se retrouvera sans doute prochainement. Je vois qu'il y en a qui reviennent à chaque fois, donc c'est toujours sympa. Ça veut dire que les sujets qu'on adresse vous intéressent. Moi, j'étais ravi de faire ce webinaire avec Camille. D'ailleurs, je me souviens de toi, je t'avais vu il y a quelques années. Tu avais gagné un prix à Déco, je ne sais plus ce que c'était exactement, mais enfin, j'avais été impressionné par effectivement ce que faisait Gochaba. Bah, C'était merci. Ouais, avec. merci beaucoup. C'était chouette de faire ce webinaire ensemble et Ouais, j'en profite aussi pour dire, nous, on n'est pas aussi régulier que Jobmaker, mais on fait des webinaires régulièrement et en particulier, on en a fait un récemment qui, je pense, peut intéresser pas mal de monde sur les biais cognitifs, qu'on avait bien bossé pour le rendre vraiment très digeste. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je ne sais pas, Guillaume, si tu veux mettre un mot dessus ou mettre ton mail. En tout cas, vous pouvez nous contacter. Il y a un formulaire de contact en ligne ou bien vous me contactez directement sur LinkedIn pour qu'on vous ajoute sur notre liste. Voilà, bah, c'était très intéressant en tout cas de faire ce webinaire en équipe, avec l'équipe de ouais. Jobmaker aussi. Et merci à tous et toutes de nous avoir écoutés alors. Merci à tous et puis à bientôt du coup. À bientôt. Ah voilà, Guillaume a mis le lien. Voilà, merci beaucoup. À À bientôt. bientôt.